À la fête de famille, je découvre ma fille le crâne rasé. Ma sœur rit, c'est une blague. Je la gifle et je pars. Ma mère m'insulte. Le lendemain, elle me supplie, pitié. Ne gâche pas la vie de ta sœur. Je m'appelle Béatrice Martin et je pensais que les drames familiaux se résumaient à de petites disputes sur les projets de vacances ou les corvées oubliées. Mais rien de tel. Lors de la fête pour les 18 ans de ma fille dans un parc près de Lyon, son cri perçant provenant de la tente pour se changer a déchiré les rires du barbecue. J'ai foncé à l'intérieur, le cœur battant, et je me suis arrêté net. Ses longs cheveux bruns étaient éparpillés sur le sol, son crâne nu, brillant faiblement dans la pénombre tendue. Elle sanglotait, les mains sur le visage, tandis que ma sœur se tenait là, un sourire narquois aux lèvres dans sa robe à fleurs, une tondeuse bourdonnant doucement sur une table voisine. « Mais qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» ai-je demandé, la voix tremblante de rage. Elle a ri. Ce petit rire suffisant qu'elle utilise pour esquiver les problèmes. « C'est juste une blague, ma sœur. Elle en rira bientôt. » Ma main est partie avant que je puisse réfléchir. Une gifle, sèche et retentissante. J'ai attrapé le bras de ma fille, la tirant devant des parents médusés, et j'ai filé vers la voiture derrière nous. La voix de ma mère a tranché comme un couteau, espèce de garce. Tu ne sèmes que des ennuis. Je n'ai pas regardé en arrière. Le lendemain matin, ma mère est apparue à ma porte, les yeux gonflés, la voix à peine un murmure. S'il te plaît, donne une chance à ta sœur de s'en sortir. Ce moment a révélé un secret qui allait déchirer notre famille pour toujours. J'ai senti la fureur monter en moi comme une vague. Dehors, ai-je lâché en lui claquant la porte au nez. Ces mots flottaient dans l'air, mais ils n'ont fait que renforcer ma détermination. Fini de céder. Mon esprit est revenu au chaos de la fête, le battant de la tente claquant encore dans ma mémoire. Après la gifle, ma sœur a porté la main à sa joue, les yeux écarquillés. Je devais l'empêcher d'aller à l'after, a-t-elle murmuré, jetant un regard à ma fille, qui était recroquevillée dans un coin, tremblante. Je me suis approché, le souffle chaud. L'empêcher de quoi, ai-je sifflé. Elle a cherché son téléphone, les mains tremblantes, et me l'a tendu. Des photos remplissaient l'écran, des marques sur les bras de ma fille. Des ecchymoses laissées par des doigts qui serraient trop fort, d'autres sur ses côtes, des endroits cachés où les vêtements couvraient les dégâts. Ce petit ami à elle, a expliqué ma sœur, la voix plus basse. Je l'ai surpris en train de la malmener derrière le gymnase du lycée la semaine dernière. Ça fait des mois qu'il fait ça. J'ai fait défiler les images, un frisson me parcourant l'échine. Ma fille a levé les yeux, le visage pâle, et a hoché lentement la tête. C'est vrai, maman, a-t-elle murmuré, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Mon mari, Antoine, a fait irruption à ce moment-là, le corps raide, les muscles tendus comme des ressorts. Il m'a pris le téléphone des mains, son expression s'assombrissant en voyant les marques. Depuis quand, a-t-il grogné en se tournant vers notre fille, la voix brisée par une colère à peine contenue. Elle s'est reculée, s'essuyant le visage. Depuis le printemps, a-t-elle admis, ces mots à peine audibles. Il arpentait le sol de la tente, les poings serrés, puis s'est agenouillé à côté d'elle. Pourquoi le cacher, a-t-il demandé, sa voix plus douce, bien que son corps soit resté tendu. Elle a haussé les épaules, fixant le sol. Il a dit que je perdrais tout si je parlais. La confession m'a frappé comme un coup de poing, mêlant le choc à la culpabilité. Nous avions manqué les signes, mais pas ma sœur. J'ai mis le téléphone dans ma poche, sachant que ce n'était que le début. Ce soir-là, Théo a martelé notre porte d'entrée comme s'il était chez lui. J'ai entrouvert, voyant son visage tordu de colère sous la lumière du porche. Il exigeait de savoir pourquoi Ambre ne répondait pas à ses appels. J'ai bloqué le passage, lui disant de partir avant que les choses n'empirent. Théo a poussé pour entrer, hurlant que Céline mentait sur tout. Il a prétendu que les Bleus venaient d'une chute lors d'une randonnée la semaine dernière. Rien à voir avec lui. Ambre est apparue dans le couloir, la voix tremblante, lui demandant de partir, mais Théo l'a ignoré, entrant sans y être invité. Antoine est descendu, la mâchoire serrée. Il s'est tenu à côté de moi, avertissant Théo de reculer. Théo a ri, sortant son téléphone. Il a dit qu'il prouverait que nous étions tous fous. Puis il s'est tourné vers Antoine, avec un sourire narquois. Il a mentionné ce jour sur le parking du lycée, il y a 2 semaines. Le visage d'Antoine a perdu ses couleurs.
J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Antoine a admis qu'il avait vu une marque sur le cou d'Ambre pendant le dîner et qu'il avait confronté Théo après les cours. Il avait attrapé Théo par le col contre sa voiture, le menaçant de le tuer s'il posait à nouveau la main sur Ambre. Théo avait tout enregistré en secret. Il en a joué un extrait, l'audio était clair, avec la voix d'Antoine grognant la menace. Théo a brandi le téléphone, disant que son père nous enterrerait au tribunal si nous continuions. J'ai senti ma colère monter, mais je suis resté calme. J'ai demandé à Ambre si Théo l'avait déjà enregistré, elle aussi. Elle a hoché la tête, chuchotant qu'il filmait parfois leurs disputes pour déformer les choses plus tard. Théo lui a hurlé de se taire, la traitant de comédienne. Ça m'a fait craquer. J'ai attrapé mon propre téléphone et j'ai commencé à le filmer, là, sur le vif. Théo s'est jeté dessus, mais Antoine s'est interposé, le repoussant. Théo a trébuché en jurant. Il a menacé d'appeler les flics pour agression, encore une fois contre Antoine. Je lui ai dit d'essayer, que nous avions des preuves de ses vrais crimes. Les yeux de Théo se sont plissés. Il a dit que personne ne croirait Ambre plutôt que lui, sa famille avait des relations à Lyon. Il s'est moqué de Céline, la qualifiant de tante jalouse se mêlant de ce qui ne la regardait pas. Ambre s'est mise à pleurer, le suppliant d'arrêter. Théo a adouci son ton, essayant de la prendre à part. Il lui a murmuré des promesses de tout arranger si seulement elle venait avec lui. Je l'ai tiré en arrière, lui claquant la porte au nez, mais Théo n'est pas parti. Il a frappé à la fenêtre en hurlant que nous le regretterions. Les lumières des voisins se sont allumées. Aurore devait avoir entendu le vacarme. Théo a finalement regagné sa camionnette, les pneus crissant alors qu'il filait dans la nuit. À l'intérieur, Antoine faisait les 100 pas dans la cuisine, admettant qu'il avait fait une erreur en ne me parlant pas de la confrontation. Il craignait que la vidéo ne le fasse passer pour l'agresseur. Je l'ai serré dans mes bras, lui disant que nous affronterions ça ensemble. Ambre était assise à table, les mains jointes. Elle a révélé que Théo avait utilisé des menaces similaires auparavant pour la faire taire sur les bousculades et les empoignades. J'ai tout noté, ajoutant des éléments à notre dossier. Antoine a suggéré de bien verrouiller les portes cette nuit-là alors que nous éteignions les lumières. Je n'arrivais pas à chasser les derniers mots de Théo, il s'assurait que notre famille paie. Mais j'ai mis ça de côté, me concentrant sur la nuit à venir. Demain, nous passerions à l'étape suivante. Le matin, j'étais au commissariat de Lyon, Ambre à mes côtés, me serrant la main. J'ai remis les captures d'écran des textos de Théo et les photos de Céline montrant les bleus d'Ambre. L'officier, une femme sévère nommée capitaine Karine Dubois, a écouté pendant que j'expliquais comment Théo blessait Ambre depuis des mois. Elle a pris des notes, ses yeux se plissant devant les images des marques de doigts sur les poignets d'Ambre. J'ai insisté sur le fait que nous avions besoin d'aide maintenant, avant que Théo ne revienne. Karine a promis d'envoyer une patrouille surveiller notre rue et nous a dit de faire examiner les blessures d'Ambre à l'hôpital. Nous sommes allés directement à l'hôpital Édouard Herriot. Le soleil de plomb tapait sur le pare-brise. Ambre était silencieuse, regardant par la fenêtre. Dans la salle d'examen, un médecin a mesuré les ecchymoses sur ses côtes et ses bras, le visage grave tandis qu'elle documentait chaque marque. Une infirmière a pris des photos, notant les dates pour l'épreuve. Ambre a tressailli quand on lui a demandé depuis combien de temps ça durait. Elle a murmuré, ça a commencé doucement, des empoignades pendant les disputes, mais ça a empiré au fil des mois. Le médecin a confirmé qu'il s'agissait de maltraitance et a recommandé une conseillère. J'ai hoché la tête, serrant plus fort la main d'Ambre, la gorge brûlante de regret de ne pas avoir remarqué plus tôt. De retour à la maison, Aurore Vasseur, notre voisine qui tenait une boutique de fleurs, a frappé à notre porte. Elle avait vu la camionnette de Théo démarrer en trombe la nuit dernière et avait entendu des rumeurs au lycée sur son tempérament. Aurore a mentionné l'avoir surpris en train de crier sur Ambre derrière le gymnase une fois. Ses mains étaient trop brutales. Je l'ai remerciée, notant son témoignage pour la police. Elle a serré Ambre dans ses bras, promettant de prendre des nouvelles plus tard. Alors qu'Aurore partait, Daniel est arrivé à l'improviste, le visage pâle et les yeux rouges. Elle m'a supplié de pardonner à Céline, disant qu'elle avait seulement essayé de protéger Ambre. Je l'ai interrompu, lui demandant pourquoi elle m'avait traité de ce nom à la fête. Daniel a hésité, puis a admis que Céline était sa fille, née d'un autre homme avant qu'elle n'épouse mon père. Les mots m'ont frappé durement. J'avais grandi en pensant que nous étions sœurs de sang. Daniel a affirmé que Céline avait agi par amour, rasant la tête d'Ambre pour la protéger de Théo.
Elle m'a imploré d'abandonner la plainte, disant que cela avait ruiné la vie de Céline. Elle venait de perdre son emploi au centre commercial. J'ai secoué la tête, ma voix ferme. Les choix de Céline n'étaient pas mon fardeau, et la sécurité d'Ambre passait avant tout. Les yeux de Daniel ont brillé de colère, m'accusant de déchirer la famille. Elle est partie en trombe, marmonnant qu'elle allait arranger ça elle-même. J'ai verrouillé la porte, les mains tremblantes sous le poids de son secret. Antoine est rentré de la banque, sa cravate desserrée. Je lui ai parlé de la visite de Daniel et du rapport de l'hôpital. Il a juré à voix basse, disant que nous aurions dû agir plus tôt. Je lui ai montré les notes d'Aurore, les ajoutant à notre dossier. Plus tard, j'ai appelé Karine Dubois pour la mettre au courant de l'histoire d'Aurore. Elle a dit qu'ils avaient interrogé un professeur qui avait vu Théo coincer Ambre à l'école. Les pièces du puzzle s'assemblaient, mais je ne ressentais aucun soulagement. Ambre était dans sa chambre, dessinant pour se calmer. Je me suis assise avec elle, lui promettant que nous allions surmonter ça. Elle a demandé si Céline aurait des ennuis. J'ai dit que nous laisserions la police décider. Cette nuit-là, j'ai vérifié les serrures 2 fois. Les menaces de Théo résonnaient dans ma tête. J'ai envoyé les photos de l'hôpital par email à Karine, m'assurant que nos preuves étaient solides. Ambre s'est endormie avec son carnet de croquis ouvert, et je l'ai bordé, jurant de la protéger quoi qu'il arrive. Quelques jours plus tard, Karine Dubois a appelé du commissariat de Lyon avec une nouvelle qui m'a retourné l'estomac. Ils avaient fouillé la camionnette de Théo et trouvé un petit sachet de pilules cachées sous le siège passager. Karine a dit qu'il les analysait, mais soupçonnait qu'elles étaient destinées à droguer Ambre lors d'une fête qu'il avait prévue. Théo a été arrêté cet après-midi-là, sorti de chez lui menotté sous les yeux des voisins. J'ai expiré, agrippant le téléphone. Mais le soulagement fut de courte durée. Ce soir-là, Roland Reynaud, le père de Théo, a appelé chez nous. Sa voix était tranchante, un ton d'avocat, menaçant de nous poursuivre pour diffamation et agression si nous n'abandonnions pas l'affaire. Il a prétendu que l'incident d'Antoine sur le parking leur donnait un levier pour nous ruiner. Antoine a entendu, le visage tendu, marmonnant que le cabinet d'avocats de Roland avait écrasé des familles plus importantes que la nôtre. J'ai dit à Roland que nous avions des preuves, textos, photos, rapports d'hôpital. Il a ri, disant qu'aucun juge ne croirait la parole d'une adolescente contre celle de son fils. J'ai raccroché, le pouls rapide, et j'ai ajouté son appel à notre journal de preuves. Le lendemain matin, une femme des services de la protection de l'enfance, nommée Léa Cartier, est arrivée à notre porte pour un contrôle de routine. Elle a interrogé Ambre dans sa chambre, lui demandant si elle se sentait en sécurité à la maison. Ambre a hoché la tête, serrant un oreiller, et a expliqué comment nous la protégions de Théo. Léa a parlé à Antoine et moi dans la cuisine, feuilletant son presse-papier. Elle a examiné le rapport de police et les photos de l'hôpital, puis a dit que notre foyer était stable, mais nous a vivement conseillé de trouver un suivi psychologique pour Ambre. J'ai accepté, prenant rendez-vous pour elle cette semaine-là. Alors que Léa partait, Ambre est descendue. Elle avait les yeux rouges. Elle a dit que les enfants à l'école chuchotaient à son sujet. Les amis de Théo avaient lancé des rumeurs, la traitant de menteuse qui avait simulé ses bleus pour attirer l'attention. L'un d'eux, un garçon nommé Julien, avait glissé un mot dans son casier, disant que Théo voulait juste parler et arranger les choses. Ambre l'a déchiré mais est rentrée à la maison en tremblant. J'ai photographié les morceaux de papier et les ai envoyés par email à Karine. Elle a répondu rapidement, disant qu'il l'ajouterait au dossier de Théo comme du harcèlement. J'ai conduit Ambre à l'école le lendemain, remarquant les regards insistants des enfants alors que nous arrivions sur le parking. Une fille de sa classe a marmonné quelque chose au passage d'Ambre, assez fort pour que je l'entende, la traitant de reine du drame. J'ai accompagné Ambre jusqu'au bureau de la conseillère d'orientation, où une femme nommée Diane Moreau a promis de surveiller les couloirs. Diane a dit qu'elle avait déjà entendu d'autres élèves se plaindre de la bande de Théo et que l'école prenait cela au sérieux. De retour à la maison, Antoine était sur les nerfs, consultant son téléphone pour des nouvelles de Karine. Il craignait que les menaces de Roland ne se retournent contre nous, surtout avec cette vidéo de lui attrapant Théo. Je lui ai rappelé que nos preuves étaient plus solides, les bleus d'Ambre, les textos, le témoignage d'Aurore. Karine a rappelé, disant qu'ils avaient confirmé que les pilules étaient un sédatif, illégal pour Théo d'en posséder. Elle avait retrouvé Julien, qui a admis que Théo lui avait demandé de droguer des boissons à une fête. Julien avait peur et a tout déballé pour éviter les ennuis. J'ai eu un frisson en réalisant à quel point Ambre avait frôlé le danger.
Antoine a suggéré de changer son numéro de téléphone pour que les amis de Théo arrêtent de lui envoyer des messages. J'ai appelé l'opérateur tout de suite pour le faire. Ambre a passé la soirée à dessiner dans sa chambre, évitant les réseaux sociaux où les rumeurs se propageaient. Je me suis assise avec elle, l'écoutant décrire son sentiment que tout le monde était contre elle. Je lui ai promis que nous nous battrions ensemble. Céline a appelé une fois pour demander si Ambre allait bien, mais j'ai été brève. Son rôle dans ce gâchis me faisait encore mal, et je n'étais pas prête à parler. Daniel a envoyé un texto, suppliant à nouveau d'abandonner les charges, prétendant que Céline s'effondrait sans travail. Je l'ai supprimé, me concentrant sur la sécurité d'Ambre. Aurore est passée avec un bouquet de sa boutique, disant que le quartier ne parlait que de l'arrestation de Théo. Elle avait entendu dire que sa famille perdait des clients au cabinet de Roland. Les gens ne leur faisaient plus confiance. Je l'ai remercié, ajoutant ses commérages à nos notes. Au fil des semaines, Karine a monté un dossier solide, nous avertissant que Roland tirait des ficelles pour retarder une audience. Je gardais Ambre près de moi, la conduisant à l'école et la ramenant, surveillant les amis de Théo. Chaque nuit, je vérifiais ses fenêtres, l'air lourd de tension. Nous tenions bon, but le combat était loin d'être terminé. 2 mois plus tard, nous étions assis dans la salle d'audience du tribunal de Lyon, l'air chargé de tension. Ambre serrait ma main sous la table, le visage pâle et déterminé. La juge, une femme aux cheveux gris avec des yeux perçants, a appelé l'affaire. Karine Dubois s'est levée avec le procureur, présentant nos preuves, les photos de l'hôpital, les textos de Théo, la déclaration d'Aurore et les aveux de Julien sur le plan de la fête. Roland Reynaud, dans un costume impeccable, s'est penché vers Théo, lui chuchotant des stratégies. Son équipe d'avocats a tenté de dépeindre Théo comme un adolescent incompris, affirmant que les blessures d'Ambre provenaient du sport et que les textos n'étaient que des plaisanteries. J'ai serré les poings, me retenant de répondre. Le procureur a appelé Ambre à la barre. Elle s'est avancée, la voix ferme malgré ses mains tremblantes, décrivant comment Théo contrôlait sa vie, dictant ses vêtements, l'isolant de ses amis, la saisissant assez fort pour laisser des marques. Elle a raconté un incident lors d'une fête du lycée où il l'avait plaquée contre un mur, sifflant des menaces si elle parlait à d'autres garçons. La salle d'audience est devenue silencieuse, les jurés se penchant en avant. Le regard d'Ambre a croisé le mien et j'ai hoché la tête, l'encourageant à continuer. Ensuite, Céline a pris la barre, la posture raide. Elle a admis avoir rasé la tête d'Ambre, expliquant qu'elle avait surpris le plan de Théo pour lui faire du mal à une fête. Elle a diffusé une vidéo qu'elle avait enregistrée en secret, un clip tremblant de Théo se vantant auprès de Julien d'avoir mis quelque chose dans le verre d'Ambre pour la faire taire. Les visages des jurés se sont durcis, une femme secouant la tête. Roland a objecté, arguant que la vidéo était irrecevable, mais la juge a rejeté l'objection, déclarant qu'elle avait été enregistrée dans un parc public sans attente de confidentialité. Le sourire narquois de Théo s'est effacé, ses mains devenant nerveuses. Le procureur a évoqué les pilules trouvées dans la camionnette de Théo, confirmées comme étant des sédatifs destinés à la neutraliser. Karine a témoigné sur la déclaration de Julien, scellant l'intention de Théo. L'équipe de Roland s'est démenée, insistant sur le fait que tout n'était qu'un malentendu, mais leur argument sonnait creux. La juge a suspendu l'audience, et j'ai serré Ambre dans mes bras à l'extérieur, lui disant qu'elle était courageuse. Antoine nous a rejoints, les yeux rouges mais fiers. Céline s'attardait à proximité, essayant de croiser mon regard. Je l'ai ignoré, encore à vif à cause de ses actions et de la trahison de Daniel. De retour dans la salle d'audience, le jury est revenu après 3 heures. Le président du jury s'est levé, la voix claire, coupable des chefs d'accusation d'agression, de complot en vue de nuire et de possession de substances illégales. Les épaules de Théo se sont affaissées, le visage de Roland devenant rouge alors qu'il chuchotait furieusement à ses avocats. La juge a fixé la sentence à la semaine suivante, avertissant Théo de s'attendre à de la prison. Alors que nous partions, Roland nous a coincés dans le couloir, sa voix basse et venimeuse. Il a juré de faire appel, affirmant que nous regretterions d'avoir traîné le nom de sa famille dans la boue. Je l'ai regardé droit dans les yeux, disant que nos preuves parlaient plus fort que ses menaces. Il est parti en trombe, laissant Théo seul, la tête baissée. Dehors, Daniel attendait près de notre voiture, se tordant les mains. Elle m'a supplié de parler, de pardonner à Céline pour ce qu'elle avait fait par amour. Je l'ai coupé, ma voix froide, leurs secrets et leurs excuses nous avaient déjà assez coûté. Céline se tenait derrière elle, silencieuse, les yeux baissés. Je leur ai dit à toutes les deux que c'était fini.
Plus de liens familiaux. Plus de secondes chances. Ambre a serré mon bras, acquiesçant. Nous nous sommes éloignés, les laissant plantés sur le parking du tribunal. Antoine nous a ramenés à la maison, la campagne s'étendant à perte de vue autour de nous. Ambre s'est appuyée contre moi sur la banquette arrière, chuchotant « Merci de m'avoir soutenu ». J'ai embrassé son front, lui promettant que nous reconstruirions ensemble. Ce soir-là, je me suis assise à la table de la cuisine. Le dossier était clos. La condamnation de Théo était comme un poids en moins, mais les supplications de Daniel et Céline résonnaient dans mon esprit. Je les ai chassés, sachant que mon choix était le bon. Ambre méritait un nouveau départ, et moi aussi. Nous affronterions les prochaines étapes sans leur fardeau. Une semaine après le procès, Théo a été condamné à 2 ans en centre éducatif fermé, avec 3 ans de mise à l'épreuve et un suivi psychologique obligatoire. Karine a appelé pour dire qu'il avait déjà causé des problèmes, cherchant la bagarre avec des plus jeunes dans l'établissement, tout comme il l'avait fait avec Ambre. Le nom de sa famille n'avait aucun poids là-bas, et les appels de Roland ont échoué, le juge citant le comportement agressif récurrent de Théo à Lyon. La nouvelle s'est répandue rapidement. Le cabinet d'avocats de Roland en a pris un coup. Les clients se sont retirés, peu enclins à faire confiance à un homme dont le fils était un agresseur condamné. Aurore m'a envoyé des textos disant que les voisins évitaient leur famille, chuchotant sur le scandale. Je ne me souciais pas de leur chute. Ma priorité était Ambre. Elle a commencé une thérapie dans une clinique locale, rencontrant une conseillère nommée Laure Perrin 2 fois par semaine. Laure l'a aidé à déballer la peur que Théo avait instillée, lui apprenant à reconnaître les signaux d'alarme dans les relations. Ambre s'est ouverte lentement, admettant qu'elle s'était sentie piégée pendant des mois, se blâmant pour sa colère. J'ai assisté à des séances familiales, apprenant à écouter sans la pousser. Antoine s'est joint à nous aussi, quittant le travail plus tôt pour être là, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. La confiance d'Ambre a grandi. Elle a rejoint le club d'art de l'école, ses croquis devenant plus audacieux, remplis de couleurs vives. J'ai encadré un de ses dessins, un tournesol sous un soleil de plomb, et l'ai accroché dans notre salon. Daniel et Céline, cependant, sont devenus des fantômes dans nos vies. Aurore a mentionné que Céline avait perdu son appartement après la fin de son emploi au centre commercial, emménageant avec Daniel dans une location exiguë en périphérie de la ville. Les voisins ont cessé de les inviter au barbecue, leur réputation entachée par les retombées du procès. Daniel a envoyé une dernière lettre, son écriture tremblante, suppliant une chance de s'expliquer. Elle a affirmé que l'acte de Céline avait sauvé Ambre, que je leur devais le pardon. Je l'ai déchiré et jeté à la poubelle. Leur secret, la filiation de Céline, leur mensonge nous avait brisés au-delà de toute réparation. J'ai bloqué leur numéro, coupant les ponts pour de bon. Ambre a posé une question à leur sujet une fois, la voix douce. Je lui ai dit que nous n'avions pas besoin de gens qui nous faisaient du mal, même s'ils faisaient partie de la famille. Elle a hoché la tête, comprenant plus que je ne l'aurais cru. Antoine et moi nous sommes concentrés sur la reconstruction de notre foyer. Nous avons instauré des dîners hebdomadaires, juste nous 3, parlant de l'école ou du travail autour d'assiettes de lasagne. Ambre riait davantage, son sourire revenant. J'ai pris des heures de soutien scolaire supplémentaires à l'école primaire, économisant quelques centaines d'euros par mois pour couvrir les frais de thérapie. Un soir, Aurore nous a invités à la fête d'anniversaire de sa boutique de fleurs. Ambre a discuté avec les voisins, ses cheveux courts maintenant coiffés en une coupe pixie qu'elle adorait. Elle m'a dit que ça lui rappelait qu'elle avait survécu grâce à notre fermeté. Je l'ai regardé discuter avec une nouvelle amie, une fille du club d'art, et j'ai ressenti une immense fierté. Ma propre vie a changé aussi. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque locale, rencontrant des femmes qui partageaient des histoires de rupture de liens toxiques. Leur soutien m'a ancré, me rappelant que je n'étais pas seul. Un soir, Ambre m'a montré un dépliant pour un groupe de jeunes militants à son école, axé sur la sensibilisation aux violences dans les relations amoureuses. Elle voulait prendre la parole lors de leur premier événement pour aider les autres à repérer les signes avant-coureurs, ce qu'elle n'avait pas su faire. Je l'ai serrée dans mes bras, lui disant qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait. Antoine l'a soutenue, proposant de la conduire aux réunions. Au fil des mois, notre maison semblait plus légère, libérée du poids du drame de Daniel et Céline. Un soir, je me tenais dans notre jardin, la brise fraîche sur ma peau. Ambre était à l'intérieur, dessinant à la table de la cuisine, son rire flottant jusqu'à moi. J'avais construit une vie pour nous, une vie où la confiance et la sécurité passaient en premier.
La leçon avait été dure. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de qui est à vos côtés quand ça compte. Couper les ponts avec ceux qui nous ont fait du mal n'était pas une trahison. C'était de la survie. Ambre et moi en étions la preuve, et personne ne pourrait nous enlever ça.